On va parler esclavage moderne, droit des travailleurs, place des syndicats, à quelques jours de la fête du travail. Bonjour Perrine Mort. Bonjour. Secrétaire générale de la CFDT Hauts-de-France. 4 associations de livreurs de repas à Bordeaux et Paris déposent plainte contre Uber Eats et Deliveroo pour traite d'êtres humains. Elles dénoncent l'exploitation de travailleurs très précaires, engagent également une action au civil. Est-ce que les livreurs sont, comme l'annoncent les plaignants, des esclaves ? Esclave, le terme peut paraître un peu fort quand on ne s'intéresse pas au sujet et quand on se laisse séduire par les publicités pour recrutement de Deliveroo ou Uber Eats. Il se trouve que nous, on est représentés chez ces travailleurs de plateforme, comme on les appelle. Les dernières élections, c'était en mai 2024 et donc on a une structure qui s'appelle Union Indépendante qui les représente. Et ce qu'on a pu constater, c'est quand même assez alarmant et moi, je suis absolument pas surprise qu'il y ait une plainte de cet acabit puisqu'il y a des gros problèmes de pénibilité de travail. Des horaires de travail qui sont assez hallucinants. On a à peu près plus de 60 heures par semaine pour un salaire autour de 5 euros de l'heure de rémunération, donc ce qui ne leur permet pas de vivre dignement. Et puis on a une autre problématique qui est notoire, c'est que on a beaucoup de personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont en situation irrégulière, qui font ça vraiment pour survivre et qui sous-louent des comptes à des personnes qui ont des papiers français. Donc c'est pour ça que le niveau de dépendance et les conditions dans lesquelles ça se fait, c'est hyper alarmant. Qu'on comprenne bien, ça voudrait dire que des personnes avec des papiers français ouvrent un... Sous-louent des comptes, ils ouvrent un compte. Et ensuite vont voir des personnes en situation irrégulière. Et profitent de leur détresse, c'est-à-dire qu'en gros, ces personnes-là font les livraisons pour eux. Eux, ils engrangent 30% des bénéfices. Donc sur une rémunération, comme je le disais, qui est déjà assez faible, c'est-à-dire que vous réduisez encore d'autant le niveau de rémunération et que vous pouvez à peine survivre avec le gain de votre labeur. Mais alors, si je vous écoute bien, c'est pas tant les plateformes qu'il faudrait viser que ces personnes qui sous-louent. Le problème, c'est que les plateformes sont tout à fait au courant de ce système qui est généralisé, qui existe chez les deux représentations, enfin chez Deliveroo comme chez Uber Eats. Et nous, en tant qu'organisation syndicale, ça fait partie des choses qu'on leur dénonce depuis un certain temps. Elles nous répondent que techniquement, avec l'algorithme, elles essayent de faire en sorte, etc. Elles ont augmenté le taux de contrôle, mais le problème étant vraiment systémique, elles n'ont pas mis vraiment les moyens pour lutter contre ce système. Enfin, on parle d'esclavage moderne, c'est le terme employé par ces associations, mais personne ne les force à travailler, à pédaler. Personne ne les force, mais quand vous n'avez aucun autre moyen de subsistance et que vous avez besoin de travailler, d'avoir un minimum d'argent pour survivre plutôt, c'est un petit peu compliqué, c'est plutôt du volontariat contraint, on va dire. En moyenne, 60 heures par semaine pour un revenu au niveau du SMIC. Il serait entre 70 000 et 100 000 en France. Pour l'essentiel, nés à l'étranger sans titre de séjour. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des contrôles finalement du droit du travail ? Ce serait beaucoup plus simple. Alors, pour avoir des contrôles du droit du travail, il faudra avoir des inspecteurs du travail en nombre suffisant. Les effectifs ont réduit comme neige au soleil. Et donc, ça devient extrêmement compliqué. Et puis, comme vous avez une personne qui finalement est sur un faux compte, vous faites sauter ce compte-là, il en recrée un autre derrière. Enfin, c'est hyper compliqué, c'est difficilement palpable. Alors quand vous dites, vous avez dit tout à l'heure, on est représenté, on les représente, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que malgré le fait qu'il n'ait pas de papier finalement, ils peuvent se syndiquer ? 100% ne sont pas sans papier et du coup nous le travail qu'on a fait c'est d'aller déjà à la rencontre des collectifs il y a quelques années, parce que c'est quelques années de travail pour se faire connaître et qu'ils aient confiance en nous. Ceux qui ont des papiers, etc., ont pu voter aux élections professionnelles. Soit dit en passant, l'opération de vote elle-même était d'une complexité telle que le tôt de participation s'en est ressenti aussi. Ça veut dire que c'était volontaire, c'était pour pas qu'ils puissent voter ? Je sais pas, mais c'est que du vote électronique et beaucoup d'étapes à suivre pour pouvoir aboutir à un vote. Ce qui nous a permis, nous, d'être représentatifs, d'avoir un espace de dialogue avec les plateformes. Mais au vu de la situation de ces travailleurs-là, on représente pas uniquement nos adhérents. C'est-à-dire que n'importe qui vient nous saisir d'un problème, on fonctionne en compte WhatsApp, en fait, pour tout vous dire. Et quand ils ont un problème, par exemple, de déconnexion de compte, parce que un avis négatif d'un client, votre compte est déconnecté, vous n'avez plus le droit de travailler. Donc ça veut dire que vous n'avez même plus la possibilité de gagner de l'argent. Donc nous, on intervient sur ces sujets-là, sans différenciation du fait qu'ils soient adhérents chez nous ou pas, ou qu'ils aient des papiers ou pas, parce que ça correspond aux valeurs qu'on porte. Ceux qui ne viennent pas souvent en ville réalisent peut-être pas que ces livreurs font désormais partie du paysage dans les grandes villes de France, dans les grandes métropoles. Ils sillonnent les rues avec leur vélo, souvent électrique. Très peu de femmes aussi. Oui. Ils se retrouvent, par exemple, ici à Lille, notamment souvent sur la Grand Place. Quel contact vous avez avec eux ? Typiquement, nous, si on veut aller au contact, on va sur la Grand Place. On choisit des créneaux horaires sur lesquels ils ne sont pas débordés par les livraisons. Et puis, on essaye d'échanger avec eux. Il y avait des négociations en cours avec la mairie de Lille pour essayer qu'ils aient un espace, comme c'est le cas à Bordeaux ou à Paris,
un espace de répit quelque part, puisque comme ils fonctionnent avec des téléphones portables, il faut qu'ils puissent recharger leurs appareils ou leurs vélos quand ils sont électriques. Il faut qu'ils puissent aussi des fois se protéger de la météo. Elle est moins clémente chez nous qu'à Bordeaux par exemple. Donc il y a des sujets qui sont posés aussi pour pouvoir les accompagner, puisque les plateformes ne se préoccupent pas des conditions de travail de ce qu'ils ne considèrent pas être comme des salariés, mais qui sont quand même très dépendants de leur fonctionnement. Mais ça veut dire que ces personnes peuvent être arrêtées à n'importe quel coin de rue pour un contrôle de papier, d'identité et ne pas reprendre son travail ? Tout à fait. Ça fait partie des risques de leur métier bien particulier. Alors en fait, ce que disent les associations, c'est que le modèle économique des plateformes repose sur l'exploitation d'une main-d'œuvre très précaire. Pardon, mais si on prend un peu de recul, c'est pas tant les plateformes que les clients finalement qui sont responsables. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire de prise de conscience des clients de qu'est-ce qui se passe derrière une commande sur une plateforme. Il y a deux choses. Il y a le sort de ces livreurs qui font des heures indues, qui, quand ils vont récupérer des repas dans les restaurants, sont même pas autorisés à attendre dans le restaurant parce que ça gênerait les autres clients. Donc en termes de traitement humain, ça questionne vraiment beaucoup. Et puis, il y a un travail à faire sur l'attitude aussi des clients, dont certains habitent dans des immeubles et considèrent qu'en plus d'avoir fait le trajet à vélo, parfois sous la pluie, le livreur n'a qu'à monter plusieurs étages à pied pour livrer la commande jusqu'à la porte et qu'on n'ait plus du tout à se déplacer. Il y a le modèle qui est vendu et il faut qu'on ait une prise de conscience collective, je pense, pour se rendre compte de ce qu'il y a derrière et de l'irrespect total du traitement qui est réservé à ces travailleurs. Mais ça veut dire quoi si quelqu'un nous écoute, qu'il est habitué à Deliveroo, à Uber Eats, vous lui dites quoi ? Moi, je lui dis, comme je dis à mes enfants, à mes conjoints, à mon conjoint, pardon, je n'en ai qu'un, à tous mes proches, c'est de se passer de ce genre de service, parce qu'il faut savoir ce qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, dans la mesure où il n'est pas éthique, moi, je me refuse à consommer ce genre de prestations. Donc, pas de boulot, pas de revenus pour ces personnes très précaires ? D'autres boulots et sous d'autres formes. Alors, il y a eu une plateforme pendant quelques temps sur l'île qui s'appelait Finmi, qui essayait de le faire de façon plus éthique, mais qui économiquement n'a pas pu faire face aux deux mastodontes en face qui sous-payent les salariés. Donc prenez vos responsabilités, c'est ce que vous dites. Alors c'est vendredi, la fête du travail, la journée internationale des travailleurs, le 1er mai, qui on l'a peut-être oublié, mais n'est pas seulement un jour férié, mais c'est le fruit de combat du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 8 heures. C'était à la fin du 19e siècle. D'abord, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui, le 1er mai ? Faut savoir quand même qu'on est dans la région des Hauts-de-France. Il y a quand même eu la catastrophe de Fourmies avec une fusillade où il y a eu quand même 9 morts et 35 blessés, dont des femmes et des enfants, et c'était des travailleurs qui revendiquaient d'avoir des droits, des conditions de travail qui étaient plus acceptables. Donc c'est quelque chose, nous, dans notre ADN de militants des Hauts-de-France qui est extrêmement important. On sait que les travailleurs de notre région ont quand même vraiment contribué à la reconstruction de la France après la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui s'est passé à Fourmies fait partie finalement de l'histoire commune. Tout à fait. On organise, nous, une journée à Boves, en Picardie, le 1er mai. On aura un stand qui réexposera, qui présentera une exposition qui retrace un petit peu cette histoire du 1er mai, parce que c'est important que les travailleurs l'aient bien en mémoire. Alors, on a appris la semaine dernière que le maire Rassemblement National de Liévin, donc tout juste élu récemment dans le Pas-de-Calais, allait, je cite, supprimer la cérémonie du 1er mai, tout en maintenant le traditionnel hommage en mémoire dû aux mineurs, aux 42 mineurs morts en 1974 après un coup de grisou. Donc finalement, les travailleurs seront honorés. Pourquoi ça vous choque ? On honore des travailleurs et on renie l'existence de ceux qui les représentent. Il y a une espèce d'incohérence quand même dans tout ça. À un moment où les travailleurs, dans le contexte, que ce soit hier ou même aujourd'hui, ont besoin d'écoute et de considération de la part des acteurs politiques, mais pas que, c'est quand même un acte extrêmement étrange que de renier l'existence des syndicats et de dire que ce seraient tous des syndicats d'extrême gauche qui font de la politique. Alors justement, pour être précis, jusqu'à présent, la journée du 1er mai à Liévin se déroulait en 2 temps, un dépôt de gerbes en mémoire des mineurs, suivi d'une cérémonie à l'hôtel de ville, où là donc les syndicats prenaient la parole. Et c'est là que, je cite le maire, Dany Peva, qui dit « Nous ne donnerons pas de tribune à l'extrême gauche qui utilise cette cérémonie pour en faire sa propagande. Le rôle des syndicats n'est pas de faire de la politique, mais de défendre les travailleurs. » Et ça fait bien longtemps qu'ils ont oublié ce principe. En fait, ce que dit le maire, c'est « syndicats, restez à votre place ». Alors déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est assez rigolo de la part d'un maire qui a professionnellement quand même une durée de vie assez courte et qui s'est jamais syndiqué, de nous donner des leçons sur ce qu'on fait, ce qu'on fait pas. Premièrement. Deuxièmement, dans ces cérémonies, de quoi on parle ? Parce qu'il peut y avoir des fantasmes, on ne fait pas des tribunes politiques pour le plaisir. On parle des conditions de travail des salariés du secteur.
On parle des difficultés d'emploi sur le secteur. On parle des difficultés de discrimination, d'égalité femmes-hommes. Donc oui, on assume d'une certaine façon de faire de la politique. Avoir un impact sur la vie des travailleurs, c'est important. Et si nous, on ne le fait pas, on voit bien que les politiques ont abandonné aussi depuis un certain temps. En fait, le maire de Liévin n'innove pas, il reproduit ce que le maire RN d'Hénin-Beaumont a déjà fait par le passé pour le 1er mai. Comment se fait-il, si on prend un peu de recul, Perrine Mort, que entre le Rassemblement national, le premier parti politique chez les ouvriers, et les syndicats, dont la raison d'être est aussi la présence auprès de ces ouvriers, comment se fait-il que vous ne pouviez pas vous entendre ? Parce qu'on a des valeurs qui sont fondamentalement différentes. La préférence nationale et faire des discriminations entre les travailleurs, c'est quelque chose que nous, on combat vraiment extrêmement fermement. C'est écrit dans nos statuts, c'est valable dans notre histoire. On a fait partie de la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc pour nous, c'est antinomique de pouvoir s'entendre avec un parti qui fait de la préférence nationale un de ses angles d'attaque. Je vais vous donner un exemple concret pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Dans le Dunkerquois, on a la chance d'avoir des nouvelles implantations d'usines. Vous avez une usine, une gigafactory qui s'appelle Vercor, dans laquelle nous, on a implanté une équipe et dans laquelle on a dû moderniser nos modes d'action, puisqu'il a fallu parler en anglais, parce qu'il y a plus de 40 nationalités dans cette entreprise. Selon le programme du Rassemblement national, c'est-à-dire les 3/4 des salariés de Vercor n'auraient pas le droit de voter aux élections professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'exprimer sur son quotidien, on n'a pas le droit de peser sur les choix de l'entreprise, alors qu'on est impacté tous les jours dans son travail. Mais pourquoi les ouvriers que vous représentez se tournent-ils vers le RN ? Je pense, alors, l'explication peut être assez longue, il y a différentes versions. Malheureusement, parce qu'on n'est quand même pas aveugle, et on voit que c'est un vote qui prend de l'importance, dans nos territoires, il y a quand même eu beaucoup de déclassement social. Il ne vous aura pas échappé que les lieux où le RN s'implante plus facilement, c'est quand même le bassin minier. Dans le bassin minier, il y a eu quand même à plusieurs reprises des difficultés d'emploi, du chômage de masse et puis une population qui s'est sentie un petit peu déclassée et délaissée. Il y a eu des acteurs politiques à un moment qui, je pense, notamment de gauche, ont arrêté de s'adresser aux ouvriers, qui ont préféré avoir d'autres cibles et d'autres stratégies qui leur appartiennent. Je n'ai pas à en juger, mais le fait est que ces gens se sont un petit peu détournés. Et puis, je pense qu'ils cèdent un petit peu aux sirènes, des discours un petit peu faciles du Rassemblement national qui, dans les paroles, disent qu'ils sont proches des travailleurs. Dans les actes, on voit que c'est quand même tout à fait autre chose. Dès qu'il faut voter une augmentation du SMIC, le Rassemblement national vote contre. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. En attendant, les mairies aux mains du Rassemblement national sont de plus en plus nombreuses, notamment dans ce bassin minier. Perrine Mort, secrétaire générale de la CFDT Hauts-de-France, est donc notre invitée sur RCF Hauts-de-France. La CFDT, premier syndicat du pays avec plus de 600 000, 630 000, 640 000 adhérents. Combien dans la région ? 63 000 adhérents dans la région. Et comme je le dis assez régulièrement aux interlocuteurs à qui j'ai l'occasion de le faire, c'est plus que tous les partis politiques réunis. Donc, on parle souvent de la faiblesse prétendue du syndicalisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon organisation syndicale, quand elle négocie un accord dans une entreprise, tous les salariés peuvent en bénéficier, qu'ils soient syndiqués ou non. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Je pense en Allemagne, on nous donne souvent l'exemple de l'Allemagne où le syndicalisme est plus puissant. Si vous voulez bénéficier des accords qui sont négociés, vous êtes obligé de vous syndiquer, ce qui n'est pas le cas chez nous. C'est une petite explication, mais 63 000 adhérents rien que dans notre région, à part les fédérations sportives, et je ne sais pas ce qu'il en est de la fréquentation de nos églises, il n'y a pas beaucoup d'équivalents en la matière. Quel est le profil de l'adhérent ? Qu'est-ce qu'il vient chercher en fait en se syndiquant ? Ce qu'il faut savoir, c'est que spécifiquement pour la CFDT, on est assez représentatif de l'image de la société. Donc à la CFDT, on est un peu plus de femmes que d'hommes nationalement. En région, on reste un petit peu plus d'hommes parce qu'on reste une terre industrielle. On a des gens qui viennent du secteur privé comme du secteur public, sont un peu plus nombreux issus du privé. Ils sont essentiellement dans des grandes entreprises parce que c'est plus facile d'organiser un collectif, de faire adhérer dans une grande entreprise que dans une TPE, PME où vous êtes 2-3 personnes et vous avez des rapports directs avec le patron tous les jours. On parlait du 1er mai il y a un instant. Les boulangeries-pâtisseries, c'est une nouveauté cette année. Les boulangeries-pâtisseries artisanales et les fleuristes vont pouvoir ouvrir cette année dans un cadre juridique assez strict tout de même. Mais enfin, une bonne nouvelle pour les travailleurs qui vont pouvoir mettre du beurre dans les épinards. S'il n'y a qu'une journée par an qui ferait toute la différence sur la rémunération annuelle des salariés, je pense que ça se saurait. Pour mettre un peu plus de beurre dans les épinards, on essaie de négocier chaque année aussi des augmentations de salaire pour les salariés qui soient le reflet un petit peu de l'évolution des prix économiques et de l'inflation. Voilà, c'est cette polémique là du 1er mai. Moi, je vois assez mal en quoi c'est impossible d'acheter sa baguette de pain la veille. Ou d'acheter des fleurs la veille, le jour du 1er mai, sachant qu'en plus, toutes les fleurs qui sont vendues chez les fleuristes sont quand même issues d'autres pays que la France et comportent
un certain nombre de polluants dont il serait raisonnable de parler aussi. Mais sur le sujet du travail, enfin, si des hommes, des femmes veulent travailler plus pour gagner plus, pourquoi est-ce qu'on s'y opposerait ? Vous parlez d'un volontariat dans des structures où il y a un patron et un, voire deux salariés, et où la présence du ou du deuxième salarié empêcherait l'ouverture du commerce ? Est-ce qu'on appelle vraiment ça du volontariat ? Donc, ce que vous dites, c'est ça ne tient pas la route en termes de... Ça ne tient pas la route. Après, je pense que la solution qui a été trouvée au final par rapport au projet de loi de départ, qui visait aussi à ouvrir des supérettes, etc., là, de le canaliser sur des artisans fleuristes et des artisans boulangers, ça ne me choque pas dans l'absolu. Mais cette question de nous faire croire que ce serait toujours sur la base du volontariat, c'est ouvrir un peu la boîte de Pandore. C'est comme pour le travail du dimanche. Il y a quelques années, tout le monde s'offusquait de faire travailler le dimanche. Maintenant, c'est devenu quand même extrêmement courant, puis personne ne se pose la question. Et ça remet en cause aussi les questions d'équilibre de vie entre le pro et le perso. Dernière question, Perrine Mort. Je rappelle que vous êtes secrétaire régionale de la CFDT Hauts-de-France. Ce 1er mai, on y est habitué, c'est une journée fériée. Alors, il y a le muguet, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller ? Qu'est-ce qu'il faut vivre le 1er mai ? Le 1er mai, nous, on a envie d'offrir à nos adhérents, à nos militants, une journée de rassemblement, une journée collective. On l'a dit, on est une organisation syndicale où on est nombreux et on a envie de faire collectif et partage de nos valeurs. Donc, et on est préoccupé par la question de l'emploi dans la période. Donc on invite des responsables politiques. On aura Xavier Bertrand avec nous sur une table ronde l'après-midi, le nouveau maire d'Amiens et puis le sénateur Rémi Cardon. Où et quand ? À Boves, à Fort-Manoir. Donc c'est un événement qui est réservé à nos adhérents qui viennent avec leur famille aussi, parce qu'il y aura tout un tas d'activités pour eux. Et on va essayer de réfléchir ensemble à comment on peut coopérer à trouver des solutions pour sauvegarder l'emploi et faire vivre nos territoires. Merci beaucoup Perrine Mort d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, Région Hauts-de-France. Merci à vous. Merci.